34% par an depuis 2006. Aujourd'hui, avec mon ami Rémi, on va décortiquer une entreprise en particulier qui a fait une très très belle performance et dont on peut tirer pas mal de leçons. Rémi, très heureux de t'accueillir à nouveau sur ma chaîne, ça faisait un moment. Merci à toi pour l'invitation, de nouveau. Plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rémi de Truchy de Varenne, je vous mettrai le lien vers sa chaîne, hop, en haut à droite, chaîne Parlons long terme. Rémi est un ami, un partenaire, un mentor aussi dans le domaine bourse, small cap, un membre de ma communauté privée Youmento avec un parcours déjà assez exceptionnel. Je dis souvent, et je vais peut-être te faire rougir, mais je qualifie Rémi de brillant. Et il est aujourd'hui conseiller en investissement spécialisé dans l'approche long terme et les small caps, donc petite capitalisation. Auteur du livre Enseigner l'argent à vos enfants, qui a été un best-seller. Auteur d'un nouveau livre qui est sorti surperformé pardon, en bourse avec les small caps, dont j'ai eu d'ailleurs l'honneur d'écrire la préface. Serial entrepreneur, tu as créé plusieurs entreprises, plusieurs notamment SaaS, notamment Value Investing Screener, qui est un SaaS dont je suis moi-même client. Imoscan aussi plus récemment. Alors tu fais tellement de choses que potentiellement j'en oublie. Tu as aussi PLT Insider. Est-ce que j'oublie des choses en termes d'entreprise que tu as lancé récemment? Ouais, on a, par un apport en industrie, on a pris des participations dans une société d'édition de logiciels spécialisée dans la gestion de patrimoine récemment pour Family sortir Office? donc le Family Office, c'est encore Ah, et une autre voilà, chose. il y a le Family Office et il y a ça Ouais, là, aussi. Ok. je pense à WizExpert, qui est une solution, enfin, comment dire, une suite de solutions logicielles dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine pour les aider à mieux faire leur métier, que ce soit en apportant plus de pédagogie financière ou à plus facilement prospecter, notamment les dirigeants d'entreprise par le biais de l'outil de la valorisation d'entreprise. Donc voilà, serial entrepreneur, déjà quand même un paquet d'entreprises, puis on en parlait juste avant, je demandais alors ça va bien, t'es pas trop chargé? Il me dit, non, ça va, tout tourne bien, je suis plutôt satisfait de la manière dont j'ai déployé mes activités, et donc très admiratif de ce qu'il a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, et qui, je ne doute pas, continuera à accomplir. Rémi intervient assez régulièrement en interview, en podcast, en conférence. Tu es notamment chroniqueur sur BFM, la chaîne. Tu as accepté donc de venir nous parler donc sur un prisme en particulier de cette entreprise dont je ne vais pas encore dévoiler le nom, vous allez la connaître un peu après. Et à partir de ça, eh bien, on va étendre le sujet sur l'approche, comment tu as découvert cette entreprise, les leçons qu'il y a à en tirer d'un point de vue entrepreneurial. On va parler bien sûr de son approche de recherche de small cap. On va faire une liaison directe avec son livre, dont vous pourrez trouver le lien et l'acquérir sur Amazon. Je mettrai le lien bien sûr en description et en commentaire épinglé. On parlera de portefeuille, de gestion du risque. Je précise que moi-même, je suis client de Rémi depuis maintenant plusieurs années, puisque je déploie les stratégies qu'il peut partager dans son groupe PLT Insider, dont on a d'ailleurs des interventions et des vidéos conf. Je crois que c'était hier soir. Ouais, c'était hier soir. On avait on a des points mensuels et je suis extrêmement satisfait de la performance de mes portefeuilles, notamment en particulier où je crois que je suis en l'espace de 2 ans à 1 fois 2. Voilà, surperformance du S&P 500. Donc voilà, chapeau Rémi. Comme je dis souvent, Rémi est skin in the game puisque tu investis massivement, toi, ton propre argent sur bien sûr les portefeuilles que tu partages dans PLT Insider. Donc voilà pour la présentation. Beaucoup de choses bien sûr à dire sur Rémi. Je pense que vous saisissez l'ampleur du personnage. Et on va pouvoir donc parler de cette entreprise qui a réussi à faire une performance de 34% par an donc depuis 2006. Voilà, c'est le fondateur, sauf erreur, s'appelle Marc Léonard, et je te laisse Parfait. prendre la parole sur ce sujet. Bah écoute, merci beaucoup pour cette introduction, Cédric. Si cette entreprise a connu du coup une performance annuelle moyenne de 34% par an depuis 2006, son histoire ne démarre pas en 2006, elle démarre dans les années 80 avec l'histoire de son fondateur qui est Marc Léonard. Et Marc Léonard, dans les années 80, il démarre sa carrière non pas en tant que dirigeant d'une boîte cotée, puisque l'entreprise en question ne s'introduit en bourse qu'en 2006, mais en tant que
capital risqueur chez Venture West. Et il fera du coup de capital risque chez Venture West pendant 11 ans, et notamment en ayant une approche seed pre-seed dans le monde du logiciel. Donc l'idée, c'est d'investir dans des entreprises bien très tôt, lors de leur naissance, et de les revendre suite à de nouveaux tours de table. Donc avec cette dynamique donc, de venture capital, first in, first out, sur lequel des belles plus-values peuvent être réalisées. Et notamment dans ces années-là, c'était l'émergence du coup du monde du logiciel. Et le fonds dans lequel il évoluait avait de très bonnes performances à ce sujet. Maintenant, il avait dans la réalité de sa vie professionnelle un réel, comment dire, conflit interne parce que Marc Léonard s'est passionné très tôt des super allocateurs de capital tels que Warren Buffett, tels que Henry Singleton, tels que First Chicago Corporation. Il a vraiment étudié tous ces conglomérats, il a étudié finalement les entreprises qui ont le mieux performé en bourse dans l'histoire. Et la dynamique de Venture West n'était pas cohérente avec cette vision-là, avec sa vision finalement de ce que devait être un processus d'allocation de capital qui assure le succès d'une société d'investissement sur du long terme. Parce que finalement, si l'entreprise est exceptionnelle, pourquoi la revendre lors du prochain tour de table? Pourquoi accepter du cash lors de l'exit si finalement on peut conserver cette société et qu'elle nous assure un retour sur investissement monumental dans la durée? C'est pourquoi Marc Léonard fonde en 1995 Constellation Software en levant 25 millions auprès d'investisseurs canadiens avec cette perspective de ne pas créer un fonds, mais de créer une entreprise dans laquelle ces 25 millions seront réalloués à l'acquisition de VMS. Les VMS en question, c'est des Vertical Model Software. L'idée, c'est de faire l'acquisition de petits logiciels sur lesquels il y a une très bonne rétention, des logiciels de niche avec d'excellents retours sur investissement et extrêmement également décentralisés avec à chaque fois des équipes dédiées, autonomes une perspective fondamentalement très orientée allocateurs de capital à Henry Singleton, etc., tels que William Torrendike les décrit dans le très bon livre Les Outsiders, qu'est-ce qu'un grand dirigeant d'entreprise que je vous recommande à tous. L'idée, donc, du coup, dans l'allocation de ces premiers 25 millions, ça va être réellement d'appliquer la méthode, c'est-à-dire le conglomérat First Chicago, qui, prenant en compte quatre scénarios de valeur actualisée, donc de perspectives de valorisation future des entreprises, du plus pessimiste au plus optimiste, de se fixer finalement d'estimer la rentabilité des entreprises vers lesquelles on s'oriente, avec pour les plus petites acquisitions un objectif de TRI de 30% par an, pour des acquisitions moyennes un objectif de TRI de 25% par an, et pour les grosses acquisitions un objectif de TRI de 20% par an. Et globalement, la boîte ne va faire que ça, elle va lever des fonds avec ses objectifs de TRI. Ce qui est quand même de base assez optimiste. Et il n'y a que dans un monde de petites boîtes qu'on peut espérer des TRI pareils. Et en l'occurrence, un TRI pareil ne peut être effectué que par un bon prix d'achat. Et la plupart des acquisitions qui vont être faites sur les premières années sont des acquisitions à moins de 5 millions d'euros. Donc on ne parle même pas de small cap parce qu'on n'est pas sur des boîtes cotées. Et puis même si on était sur des boîtes cotées, on ne serait pas sur une small cap parce qu'on est bien au-dessus des 100 millions. On est bien en dessous des 100 millions. On parle vraiment de nano cap, quoi. Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois de faire l'acquisition de petits logiciels sur lesquels, justement, de par le prix d'achat, il y a d'excellents retours sur investissement possibles. Et le dernier point qui est également essentiel et que l'on retrouve chez tous les grands allocateurs de capital, c'est, j'aime pas ce terme, la frugalité. Pendant assez longtemps, pendant très longtemps, Marc Léonard ne s'est pas payé du tout pour montrer justement l'exemple. Il a voyagé en éco toute sa carrière. Aucun des managers n'est payé en stock option dans la boîte. Ils sont payés du coup en prime en numéraire, une prime qu'ils sont obligés de réallouer de 25 à 50% en rachat d'actions, sachant que la boîte, elle, ne fait pas de buyback, mais du coup le buyback est externalisé et opéré par du coup les managers de la société, ce qui est brillant. Et voilà, c'est un modèle, je trouve, en matière d'allocation de capital. Attends, c'est fascinant là. La première fois que j'entends ça, il donnait des primes à ses salariés avec obligation de racheter des Ouais. parts des actions de la boîte cotée en bourse. Ouais, s'il faut que je te Ok. retrouve les points sur les notes que j'avais Ah prises oui, c'est une dans les manière lectures des effectivement de rapports faire annuels. du Mais buyback ouais, sans en il n'y a faire. pas de... ouais. C'est excellent. Ils sont montés jusqu'à 75%. Donc il y a no stock compensation, mais une obligation de 25 à 75% de rachat d'actions sur les bonus. Ok.
Et Fascinant. Marc Léonard payait ses propres billets d'avion, d'ailleurs. Et non, en fait, surtout, il va payer, comment dire, il va voyager en éco toute sa carrière. À partir de 2014, il dit qu'il se fait vieux et il devient de plus en plus riche. Du coup, il met son salaire à zéro et il se paye ses propres billets d'action, enfin, ses propres billets d'avion. Et du coup, il va se mettre à voyager en business avec sa propre rémunération. Ouais, Ok. c'est. Et alors, attends, parce que effectivement, il s'est pas payé pendant longtemps, c'est ça? Non, en fait, il payait un salaire très petit et il voyageait En écho? en éco. Et quand il a voulu se mettre à voyager en business, il s'est mis à être. Enfin, c'est en 2014, de mémoire, dans ses rapports, dans ses travaux annuels. Il dit que globalement, il renonce à son salaire Ok, et ce qui lui permettra de, comment dire, consciencieusement se payer des billets d'avion plus confortables. d'accord, ok. Alors que, Donc, enfin, il est déjà multimilliardaire à ce moment-là, quoi. ouais, voilà, enfin une vraie objectif d'exemplarité fort Ouais. auprès des actionnaires, auprès des employés, etc. Ok. Et oui, effectivement, déjà multimilliardaire, mais du coup, enfin, tu sais de quoi il vivait, du coup, s'il avait, oui, il vivait d'une manière très frugale, effectivement, comme tu l'as dit. Très frugal. Ah non, mais un petit salaire jusqu'en 2014. Et en 2014, il renonce complètement à ça. Et à ce moment-là, je ne sais plus quand est-ce que la société se met à verser des dividendes, mais il verse 0,1% de dividendes. Donc globalement, dans son cas, ça représente quand même normalement largement assez, me semble-t-il. Ok, d'accord. Assez Fascinant. peu de buyback d'ailleurs dans la société parce que justement il favorise plutôt le rachat eh bien de petits logiciels avec des potentiels de TRI de 30% par an plutôt que le rachat de leurs propres actions. Mais leur propre action c'est apprécié de 36% par an depuis 2006, mais aujourd'hui avec des niveaux de valorisation qui sont tout de même aujourd'hui très élevés. Sur la maison mère, sachant que un point très important à savoir dans l'organisation de Constellation Software, c'est que Constellation Software est organisé en 6 groupes par continent, avec du coup Volaris, Aris, Jonas, Vela, Perseus et Topicus, qui sont du coup des groupes décentralisés qui s'occupent des acquisitions dans chaque pays. Et Topicus notamment, c'est le groupe européen dont un spin-off a été opéré, c'est-à-dire que ça a été détaché de la boîte, une part des actions reste encore possédée par Constellation Software et la boîte en question a été cotée. Et Topicus, du coup, est une boîte qui opère pas mal sur le marché européen en ayant d'ailleurs notamment récemment fait l'acquisition de parts massivement d'une small cap polonaise dans le logiciel coté qui est Asseco. Ok. Pologne qui est d'ailleurs un pays dans lequel on s'oriente pas mal dans le cadre de Pelt Insider parce que c'est le Ouais. seul lieu en Europe où on arrive à rentrer en position sur les boîtes dans lesquelles on a des valorisations aux alentours on a des PER de 10 quoi, et des price to flow parfois même de 5. Enfin, c'est assez hallucinant. Et en tout cas, voilà, le groupe a fait le même choix, de par notamment cette vision initiale qui est toujours d'aller chercher d'excellents TRI. Et pour avoir d'excellents TRI, qu'on achète des actions, qu'on achète de l'immobilier, qu'on achète ce que vous voulez, globalement, la règle d'or reste de faire un bon achat. Et le bon achat, en tout cas dans ce monde de la finance centralisée, s'évalue sur la base des flux de trésorerie que le sous-jacent génère. Très clair. Et Premier point. Ouais. merci déjà pour cette historique et cette présentation. Non, c'est pas terminé, hein. Ah, ok. Alors, je te laisse poursuivre. Après, comme tu veux, on peut faire une petite pause aussi. Mais globalement, si on doit, comment dire, si je dois poursuivre rapidement, en gros, donc les 6 groupes qui sont en dessous de Constellation Software sont organisés comme des mini-conglomérats autonomes, subdivisés eux-mêmes en équipes qui vont faire l'acquisition du coup de ces différents logiciels. Enfin, et à chaque fois, dans ces boîtes de logiciels, l'idée c'est de prendre des parts, mais de laisser le fondateur, en fait, de lui permettre de cash out, mais soit en échange d'actions, soit en échange de cash, et avec vraiment cette perspective de le laisser aux manettes du logiciel et de le faire se développer avec la société, sachant qu'il y a du coup un apport en capital humain d'une certaine manière qui est fait pour pour maximiser le TRI des boîtes sujettes à acquisition. Aujourd'hui, ils sont présents dans 75 secteurs verticaux qui vont de la finance à l'automobile en passant par la santé. Donc finalement, il y a une vraie diversification sectorielle et géographique qu'on retrouve dans notre processus d'allocation capitale, que je détaille dans mon livre, et une très bonne maîtrise finalement de tous les différents leviers qui peuvent être opérés, notamment avec cette notion de levée de fonds en vue de racheter d'autres boîtes, d'utiliser le levier de l'IPO pour maximiser également ses acquisitions, d'utiliser vraiment ce levier de la décentralisation pour plus facilement opérer ces différentes, dans différentes régions, faire un spin-off, donc enfin, comment dire, détacher Détaché. une société qu'on va également coter
pour aller chercher un excellent de valorisation et de flux dans une zone sur laquelle on a envie d'opérer. C'est vraiment une masterclass de jeu capitalistique brillant qui a amené du coup à un intérêt monumental en termes de... si je dois donner peut-être quelques chiffres, c'est depuis 2017, le revenu de la société a fait x4. Ah oui, le On, revenu, on ne peut pas, enfin, comment revenu, dire, on il parle faut pas de chiffre un TRI d'affaires. pareil. Ouais, Un TRI pareil ne s'accompagne que d'une performance sous-jacente exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est vraiment un point que je tiens à souligner, c'est-à-dire n'espérez pas avoir, enfin, faire un x2, enfin, comment dire, avoir un 12% par an sur une société qui n'a pas au moins une croissance de son chiffre d'affaires de 12% par an et un return equity de 12% par an. mm, Et globalement, quand une société eh bien, a ses revenus qui font x4, on peut espérer que le cours suive à terme. C'est-à-dire qu'à court terme, le marché botte, à long terme, il évalue, mais ce qu'il évalue, c'est la croissance de la valeur intrinsèque d'une société. Et une société a une valeur intrinsèque qui eh bien, croît si son revenu croît et si ses capitaux croissent. Et donc, globalement, c'est vraiment un point essentiel. En 2024, j'avais pris des notes, enfin, c'est une boîte que j'avais étudiée notamment l'année dernière, mais de toute façon, c'est les données du rapport annuel actuel. Globalement, on était sur 10 milliards avec une croissance de 20% de son revenu en 2024 par rapport à l'année précédente, un résultat net de 730 millions en croissance de 29%, un free cash flow de 1,4 milliard, donc 2 fois supérieur au résultat net, métrique ah hyper oui, importante dans ce genre de structure. Et d'ailleurs, enfin, il est toujours important de favoriser des entreprises qui ont un free cash flow supérieur au résultat net et pas l'inverse. De nouvelles acquisitions en cours, une marge brute de 35%, un return equity de 23%, un ratio debt equity de seulement 1,3 en 2024 et qui est globalement extrêmement stable. Dividende globalement très bas et globalement un plus de fois, ça fait quoi? Plus de fois 150 depuis l'introduction en bourse. Avec donc du coup une culture qui vraiment que vous devez de comprendre si vous cherchez à trouver des boîtes qui correspondent également à ce genre de schéma. C'est premièrement une décentralisation radicale et c'est la seule manière également en tant qu'entrepreneur de multiplier les projets. effectivement. Euh, Structure tribale qui est donc dans la perspective de petites équipes décentralisées, ce qui est également un retour que Richard Branson fait avec Virgin, c'est-à-dire vraiment avoir des petites équipes qui sont mises en concurrence les unes avec les autres, parce qu'une fois que sinon, à partir d'un certain seuil, finalement, il y a beaucoup trop de politique qui se met en œuvre et ça, on perd énormément en rentabilité propre. C'est la théorie des rendements des croissants. Plus le rendement augmente, plus la productivité décroît. Et donc, si on veut que la productivité reste haute, finalement, il faut que les entités restent modérées. Perspective d'évaluation à long terme, à chaque fois, bien évidemment, des acquisitions. Un programme de partage de profits avec, du coup, des bonus, mais des bonus qui induisent de la croissance du cours via, du coup, le rachat d'actions. Stratégie de minimaliste au niveau des coûts, donc pas de luxe, pas de marketing extravagant. Juste une équipe de warriors qui va faire de l'acquisition dans la perspective d'augmenter le TRI de la boîte et donc leur richesse de par le fait que de toute façon ils sont contraints à acheter des actions et voilà. Et beaucoup aussi, et une grosse culture, ce qui est très imprégné et qu'on remarque énormément dans les rapports annuels de Marc Léonard, autour de l'apprentissage continu, de l'humilité, de faire en sorte vraiment de progresser en tant qu'allocateur de capital, et avec aussi vraiment énormément d'autonomie, ce qui est essentiel aussi si vous voulez faire preuve de décentralisation, c'est d'avoir finalement des équipes autonomes et donc des individus par essence autonomes. Voilà globalement pour ce point. Peut-être, enfin, il parle rapidement peut-être si on doit parler des risques aujourd'hui, parce que finalement, c'est pas un conseil pour acheter cette entreprise. L'idée de la discussion finalement qui va découler de cet échange, enfin, si on Ouais. est raccord là-dessus, c'est aussi vraiment de comprendre cette philosophie, mais Mm. et pour essayer de trouver des entreprises ou de construire des entreprises qui correspondent à ces critères, plus que pour investir dans cette boîte-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une boîte qui, globalement, qui s'achète avec un PER de 95, dans un schéma où les vertical model software se raréfient et font face à, pour reprendre les termes de Marc Léonard, à un astéroïde probable qui est eh bien, l'IA, qui Oui. peut amener à Ah, une, lui-même en parle. Il a ouais, conscientisé effectivement ce risque, mais pour autant, le marché pour l'instant ne price pas ce risque avec un PER qui se maintient à 95. C'est délirant. ouais. Mais après, le risque ouais, n'est pas encore perçu. Il y a parce qu'on n'a pas vraiment encore, comment dire, on n'a pas vraiment encore eu de cas où des entreprises ont fait des gros shifts en termes de gestion interne avec ce genre d'outils. C'est-à-dire on parle souvent d'outils quand même sur lesquels il y a une rétention qui est très forte. De la manière que moi, je suis sur AWS sur plusieurs de mes logiciels. Si on doit demain passer sur le cloud de Alibaba, c'est finalement très fatigant en termes de DevOps. Donc la barrière d'entrée, enfin ils ont encore aujourd'hui
une bonne mainmise. Et quand tu vois la plupart des hôpitaux français sur quel logiciel ils tournent, comment dire, on surestime souvent les changements qui peuvent être faits à Oui. court terme à cause d'une technologie, on les sous-estime à long terme. Mais il faut se rappeler que dans beaucoup de pays d'Asie, le travail à la chaîne existe encore, alors que l'industrie 4.0 existe depuis 15 ans dans les pays d'Europe, quoi. Donc cette notion d'inertie reste à prendre en compte et je pense à la source du pricing actuel, du prix de l'action. Maintenant, à voir. Mais globalement, pour conclure, on est vraiment sur, entre guillemets, le Berkshire Hathaway du logiciel. Donc une entreprise comme celle de Warren Buffett qui a globalement un modèle éprouvé et qui se développe de manière diversifiée en revanche dans une niche spécifique qui est le logiciel avec voilà, une discipline très caractérisée, beaucoup d'autonomie, une vision phare de cette notion de propriété intellectuelle, de vertical model software et avec quelques défis futurs justement vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis de la raréfaction finalement de ces cibles en matière d'acquisition qui l'amène à augmenter finalement le prix, hein, les prix d'achat par rapport à ces prix d'achat historiques, quand on pense notamment à la prise de participation dans Asseco, qui est une small cap, aux alentours des 200 millions aujourd'hui. Donc voilà. Mais pour tout investisseur, une entreprise quand même exceptionnelle, forte d'apprentissage dans la manière dont elle s'est développée. Merci pour cette présentation magistrale. Donc effectivement, là aujourd'hui, alors toi, question, est-ce que tu es positionné sur cette société? Non. Ok, parce que effectivement, le PER aujourd'hui est en fait ultra élevé, quoi. Ouais, non, moi je suis pas positionné sur cette société, moi je m'inspire de cette société pour me positionner sur des sociétés. C'est-à-dire que typiquement Value Investing Trainer a pris, qui est un logiciel qui génère du cash flow et qui est structuré en Estonie, donc globalement tous les revenus d'exploitation qui tombent dans la société peuvent être réinvestis sans impôt, et bien a réinvesti en partie dans des logiciels en Pologne, comme Constellation Software. Mm. Et alors tiens, toi, comment tu es tombé sur cette société? Comment tu as découvert Constellation Software? C'est en fouinant, en cherchant des small caps, des opportunités d'investissement? C'est quelqu'un qui t'en a parlé? T'as lu un bouquin sur le sujet? Très bonne question. Je pense que ce qui m'a amené à m'intéresser à ce genre de société, c'est vraiment le livre Les Outsiders de William Toraniké. Donc, qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise qui s'intéresse vraiment à ces quelques rares entreprises qui ont réussi à maintenir un TRI de plus de 20% par an pendant plus de 20, 30, 40, 50 ans. Et elles ont toutes la même structure qui finalement se résume en trois mots, allocation, enfin, maîtrise de l'allocation de capital, un petit peu plus de 30. Et on y retrouve Berkshire Hathaway, on y retrouve le conglomérat de Henry Singleton. On y retrouve plusieurs exemples de ce type-là. Et finalement, lorsqu'on s'intéresse aujourd'hui aux entreprises comment dire, mais ce livre se base sur plutôt des entreprises dans les années 60, 70, 80. Et quelle est l'entreprise qui a le mieux épousé ce schéma-là de nos jours? C'est Constellation Software. Donc c'était plus dans la recherche d'entreprises qui correspondaient à ces critères de super acquireurs décentralisés qui ont réussi à se développer voilà, dans cette perspective. Donc de ce que je comprends, ça a aussi inspiré toi ta grille d'analyse pour identifier des small caps à fort potentiel. Alors, la grille d'analyse, ça, c'est encore un autre point. C'est vrai que j'ai un petit peu, comment dire, j'ai un petit peu changé de. Enfin, nous, on s'expose à tous les secteurs dans ma Oui. stratégie. Donc, on va aller autant vers des secteurs industriels que vers du secteur minier, que vers du secteur technologique. C'est vrai que sur le secteur technologique, j'avais tendance à être aussi défensif que ce que je suis sur tous les autres secteurs. Et c'est vrai que comment dire, j'ai accepté sur certaines positions des prix légèrement plus élevés si, en allant notamment rechercher des croissances anormales de chiffre d'affaires et de return on equity dans des zones qui étaient structurellement sous-évaluées. Donc je me suis oui là-dessus. Après, la grille d'analyse, elle a été surtout stratégique dans la perspective de mon développement en tant qu'entrepreneur. Parce que je trouve que c'est lettres annuelles, que les lettres annuelles de Marc Léonard, tout comme celles de Warren Buffett, sont des lettres que tout chef d'entreprise devrait lire parce qu'on a trop tendance à, comment dire, à raisonner et à lire des livres finalement de stratégie ou de techniques spécifiques à nos activités d'exploitation, mais à ne pas du tout prendre du recul vis-à-vis de ce qui pourrait être fait stratégiquement pour nos entreprises. Je vais prendre un exemple que tu connais sans le nommer, qui est une belle entreprise qu'on connaît qui propose de l'immobilier dans différents pays. Globalement, c'est un schéma sur lequel des acquisitions vont être, comment dire, l'entreprise va faciliter des acquisitions dans différents pays.
Et des investisseurs vont pouvoir acheter cash, du coup, eh bien, de l'immobilier dans différents pays. Et ensuite, eh bien, il y a un petit peu de rétrocom sur l'achat et sur la gestion qui est faite. Mais globalement, ce modèle-là, c'est un modèle qui est efficace. L'entrepreneur en question vit très bien sa vie grâce à ça. Mais si le modèle était réfléchi différemment sur la base de ces lectures stratégiques et que finalement, l'entrepreneur en question proposait à tous les investisseurs qui ont acheté des biens avec lui, eh bien, d'apporter au capital de sa société les biens qu'ils ont achetés cash en échange d'actions, il crée par essence une REITs qui peut ensuite être cotée pour aller sur des deals bien plus gros et qu'il possède lui via les parts qu'il possède de cette boîte, sur lesquelles il aurait eu un premium de valorisation lors de l'intégration, eh bien lors de la structuration de cette boîte via ce genre d'apport au capital. Et là, tu changes complètement d'envergure. Et là, il peut prétendre à une boîte à 100 millions sans souci, sur un horizon de temps qui est finalement assez court. Parce qu'en plus de ça, une fois qu'il est coté, toute la partie financement bancaire devient beaucoup plus facilitée parce que ces titres sont beaucoup plus liquides. Et donc, dans l'activité d'exploitation qui est la sienne, qui est l'immobilier, il peut vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Mais bon, faut-il encore prendre ce recul-là? Mais c'est vraiment ce que ce genre de lettre annuelle aux actionnaires peut nous permettre d'avoir. Donc, je trouve ça important en tant qu'entrepreneur de garder une veille stratégique sur des façons différentes d'entreprendre et de structurellement construire sa croissance. Ah, c'est effectivement, il y a moins le réflexe et toi, tu as su faire ça. Notamment, on va en parler un peu plus loin sur les joint ventures, d'approche stratégique, de structuration, on va dire, sortir des sentiers battus classiques en termes de, ben voilà, comme tu l'évoquais avec le cas qu'on va pas nommer, mais on voit de qui on parle tous les deux. Ouais, c'est fascinant. Et alors toi, pour revenir du coup, bon bah tu nous as expliqué comment tu avais découvert Constellation, comment ça avait pu t'inspirer. Donc comme j'ai évoqué, toi tu as une spécialisation et toi-même ta stratégie d'investissement personnel, elle est majoritairement, bah, sauf erreur, même totalement tournée vers la bourse et sur Ouais. les portefeuilles que tu as déployés. Ok, donc toi en termes de process de sélection justement, au niveau des actions que tu vas faire rentrer en portefeuille, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, voilà, quel process tu suis, bon, bah, forcément dévoilant certains éléments qui se trouvent dans ton livre. Bien sûr, avec plaisir. Déjà, il y a deux parties. Il y a vraiment la partie, comment dire, choix de l'action et il y a la partie construction de portefeuille. Pour la partie choix d'action, il y a vraiment trois grandes étapes qui est finalement se poser la question du prix d'achat, s'orienter vers des entreprises qui ont un bon prix, de s'orienter vers des entreprises qui ont un bon avantage concurrentiel et de s'orienter vers des entreprises qui sont bien gérées. Le prix d'achat, on va réussir à s'orienter en fait automatiquement vers des entreprises qui ont un bon prix d'achat en utilisant, enfin et même d'une manière générale, va y avoir du coup une étape, première étape quantitative et une étape ensuite qualitative. Donc quantitativement, pour le prix d'achat, on va s'orienter vers des entreprises qui ont des bons ratios de valorisation. Un ratio de valorisation, c'est quoi? C'est globalement un ratio qui va enfin, qu'est-ce qu'un ratio de valorisation? Désolé, c'est un ratio qui va nous permettre d'évaluer justement est-ce qu'un prix d'achat est bon ou pas. Le plus connu est le PER, un ratio prix sur bénéfice, qui va comparer la capitalisation boursière au résultat net d'une société, grossièrement. Et par exemple, si on fait l'analogie avec l'immobilier, si vous avez une SCI avec un bien à 1 million d'euros à l'intérieur et que ce bien vous rapporte 100 000 euros de résultat net, eh bien, vous avez un ratio prix-bénéfice de 10. Si vous rapporte 200 000 euros de résultat net, vous avez un ratio prix-bénéfice de 5. Donc on comprend que globalement, plus le ratio prix-bénéfice est petit, plus on fait une bonne affaire. Il y a ensuite des critères plus élaborés. J'ai créé mon propre ratio de valorisation dont je détaille toute l'étude associée, les performances rétroactives par rapport au S&P 500, etc., qui s'appelle les WEG dans mon livre, qui est globalement ce que je dirais un PEG amélioré. Mais donc, globalement, l'idée, c'est de prendre en compte cette notion de prix-bénéfice par rapport à ce que représente, de mon point de vue, à plus juste titre, les bénéfices d'une entreprise dans l'énorme gap actuel que sont les flux de trésorerie et en prenant en compte également le taux de croissance de la valeur intrinsèque de la société. Bon, pour ça, je vous encourage à lire mon livre. On pourrait parler d'une heure de Lien en ratio EWAG. description, je le rappelle. Et globalement, donc ça, c'est pour la valorisation. Pour l'avantage concurrentiel, pour simplifier, la manière la plus simple de détecter sur un plan comptable, donc quantitatif toujours,
avant d'aller sur le qualitatif. Des entreprises qui ont de très bons avantages concurrentiels, c'est en s'intéressant tout simplement aux marges d'une entreprise. Si la marge d'exploitation de Apple était de 25% en 2022 et celle de Huawei de 6%, c'est parce que quand Huawei vous vend un écran HD QIA+, eh bien, globalement, Apple vous vend un écran Retina et on est tous prêts à payer plus cher pour ça, alors que globalement, enfin, en termes d'hardware et de coût de production, le coût est le même. C'est juste que le branding est vraiment mieux réussi et la finition et l'expérience utilisateur est supérieure. Et donc, on va aller essayer de chercher des anomalies en matière d'excédent de marge, ce que l'on retrouve d'ailleurs également sur Constellation Software, en allant notamment chercher du coup des marges d'exploitation relativement élevées. Ensuite, en matière de gestion, on va s'assurer que l'entreprise ait peu de dettes, parce que c'est le pire des risques en bourse, c'est que l'entreprise tombe à zéro. Et dans beaucoup de cas, c'est dû à des problématiques de surendettement ou de fraude comptable. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de fraude comptable via également des scores quantitatifs comme le Buy-in Score. On va s'assurer qu'il y ait de la liquidité et on va s'assurer également que le return equity soit conséquent et croissant, donc le rendement sur les capitaux propres. Et globalement, avec ça, on a du coup un bon cadre de sélection pour dénicher des entreprises qui déjà correspondent à des critères financiers qui éliminent globalement 99% des sociétés et qui va nous permettre d'avoir un échantillon d'entreprises très qualitatives. Donc ça, on met ça dans un outil comme Value Investing Screener. On a un claquement de doigts, on trouve toutes les entreprises qui, cotées au monde, correspondent à ces critères. Ensuite, on lit les rapports annuels pour eh bien, mieux comprendre la stratégie de la société, mieux comprendre la perspective de gain, mieux comprendre les modèles, justement, là, les modalités de rémunération, comment est-ce que l'entreprise, enfin, quelle est sa politique finalement sur du long terme. Et sur cette base-là, on peut du coup prendre une décision que je vous recommande de challenger avec des parties prenantes extérieurs pour ne pas uniquement être le seul décisionnaire. Moi, j'ai un analyste à plein temps dans mes équipes qui est aujourd'hui associé également sur notre family office euh, qui challenge chacune de mes décisions et je challenge les siennes aussi. Il s'agit d'arbitrer notre portefeuille. Et enfin, il y a du coup, une fois qu'on a le bon processus de décision vis-à-vis des actions, il y a la constitution d'un portefeuille. Si vous avez la prétention de battre le marché, vous devez de concentrer votre portefeuille sur 20 titres maximum. Nous, on est sur une quinzaine de titres et sur 15 titres répartis sur tous les continents et également sur chaque secteur. Parce que chaque secteur connaîtra eh bien, son moment de gloire selon le cycle économique dans lequel enfin, qu'on traverse. Typiquement, en 2022, quand beaucoup pleuraient l'explosion du prix de l'énergie et surtout la décroissance de 18% du S&P 500, due notamment aux événements en Ukraine, eh bien, nous, de notre côté, notre portefeuille avait une performance très correcte parce que on avait une allocation homogène, notamment avec une proportion d'énergie conséquente. Enfin, conséquente, on avait globalement 10% d'énergie, mais quand le reste du portefeuille a corrigé à la régulière comme tout le monde, la partie sur l'énergie, elle a fait x2 et nous a permis de conserver une performance relativement stable. Et c'est réellement l'idée finalement de cette stratégie d'allocation de capital que d'avoir des actifs répartis dans le monde entier, sectoriellement du coup, et enfin géographiquement et sectoriellement, pour éviter notamment, et ça c'est un point essentiel dans notre stratégie, la redondance des risques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter un risque. Enfin, il y a un risque que je peux éviter, c'est celui de l'appel de marge. Et c'est pour ça que je ne fais pas de lombard sur mon portefeuille. Et c'est un risque que j'estime létal, donc auquel je ne veux pas être exposé. Mais par contre, je ne peux pas éviter un risque politique, je ne peux pas éviter un risque de guerre, je ne peux pas éviter un risque de change. Et donc, l'idée, c'est d'éviter un maximum les redondances de risque en s'exposant du coup à différents secteurs partout dans le monde. D'ailleurs, là-dessus, comment, est-ce que tu peux expliquer comment tu t'y prends justement pour calculer ce lissage du risque et cette décorrélation, à éviter justement qu'il y ait une redondance? Ok. Alors, quand on parle de risque en finance quantitative, on parle de volatilité. Et il Mm. y a des modèles aujourd'hui mathématiques qui permettent de poser finalement un pourcentage d'allocation sur la base de la manière dont historiquement les cours se compensent entre eux. Ça s'opère par le biais d'une somme de covariance qui a été théorisée par Harry Markovitch, qui lui a valu un prix Nobel via donc la théorie du portefeuille moderne, qui aujourd'hui, cette allocation peut être optimisée avec des séries de Monte-Carlo, mais globalement, donc il y a un algorithme qui permet de proposer un point de volatilité minimum du portefeuille, un point où globalement le pourcentage enfin comment dire, Croissance? le montant ouais, pour 1 million d'euros, le montant d'argent que vous allez mettre dans chaque titre est défini par un algorithme pour se dire globalement, historiquement, c'est avec cette proportion-là que ça se compense le mieux. Bon, Donc oui, ça c'est c'est l'allocation au final, parce que bon, bah, tu définis la liste de ouais, small cap, j'allais dire startup, tu vois, des formations de small cap sur lesquelles tu te positionnes. Tu as une diversification en termes de secteur, d'un point de vue géographique, et ensuite tu utilises cet algorithme de manière à déterminer quelle est la bonne répartition en termes d'allocation de capital sur l'ensemble des titres. c'est ça. Mais via les séries Monte Carlo, tu peux avoir une infinité de solutions. Parce que le résultat est, enfin, finalement, je
veux dire, comment dire, ça se joue à très peu de choses. Et donc, tu as une infinité de solutions. Donc, l'idée, c'est de faire tourner l'algorithme assez de fois pour que globalement, la répartition qui te soit proposée soit à la fois cohérente en matière de pourcentage. Je veux pas 30% sur un titre et 1% sur un autre, parce que j'ai choisi ces titres, et soit également cohérente en matière de répartition géographique et sectorielle. Donc, tu te retrouves finalement avec un espèce de processus de, comment dire, d'optimisation par contrainte sur lequel le bon, comment dire, le fait de trouver le bon portefeuille, il reste une démarche assez empirique. Il ne faut pas non plus tomber, du coup, de ce point de vue-là, dans une illusion sur analytique où le résultat que tu as est parfaitement le bon. Une vie d'investisseur est une vie de regret, on fera des conneries. Et le résultat qui découle de mon allocation est un résultat qui est influencé par la donnée qui découle de mon algorithme, mais qui est aussi, mais finalement, l'arbitre sur un échantillon de 20, du coup, de 20 propositions d'allocation que mon algorithme va me donner. C'est moi qui prendrai la décision finale à l'intuition. D'accord, ok. Enfin, l'intuition par rapport au résultat, en fin de compte, tu vas chercher à limiter la volatilité tout en écrasant aussi peu que possible la performance. Oui, et en ayant la bonne répartition géographique et en ayant la bonne répartition sectorielle. Donc finalement, en voyant une fois que tu as Hmm. fait tourner l'algorithme 20 fois, en voyant 20 schémas différents, globalement, il faut faire un choix de ce qui te semble le plus optimal. Ok, oui, sachant qu'il n'y a pas, bien sûr, de solution absolument parfaite où on est sur un niveau Il de n'y a pas de solution volatilité absolument parfaite. Il y a des boîtes sur lesquelles zéro. je préfère avoir 10% et d'autres plutôt 5. Et donc, à un moment donné, enfin, il y a aussi un discernement. Et puis, encore une fois, il ne faut pas tomber dans l'illusion de la suranalyse, c'est-à-dire que c'est un processus qui marche dans une démarche quantitative. Et dans l'eau, il y a des boîtes qui vont très bien marcher très rapidement. Il y en a d'autres qui vont mettre des années à marcher. Enfin, on l'a vu, tu vois, typiquement Anglo System Plantation, je pense qu'on est dessus depuis 3 ans. Elle s'est réveillée que cette année. Bon, pour nous faire un 60 ou 80%, Ouais. mais ça a mis beaucoup de temps. Et c'est la réalité de ce genre de démarche. Et Ouais, parce donc, que il faut l'approche au être final est de trouver des boîtes qui sont au final sous-pricées par le marché et puis d'attendre qu'à un moment donné le marché se dise bah attends mais ça c'est sous-pricé, c'est pas normal, il m'en faut et puis bon ben les gens achètent et donc ça fait monter le cours et puis ben c'est ce qui nous fait notre performance ensuite au sein du portefeuille. Alors on vient de reprendre donc cette interview de Rémi puisque j'ai dû venir au secours de mon épouse, une de mes filles me réclamait là depuis le début de l'interview à grands cris et bon et voilà j'ai une certaine proximité avec mes filles et ça fait que il n'y avait que moi qui était en capacité de la calmer. Voilà qui est fait. Rémi a été extrêmement patient et on peut donc reprendre le déroulé de cette intervention avec une première partie qui a été déjà extrêmement riche, hyper intéressante. Et je voulais revenir, Rémi, sur la partie arbitrage, sur la sélection. Donc on a parlé de cet aspect de sélection des actions en portefeuille, de l'allocation de capital, la gestion du risque. Et bon bah moi je le vois dans Pelt Insider, vous faites un monitoring extrêmement poussé, enfin régulier en tout cas, étroit, c'était le terme que je recherchais, des différentes valeurs qui sont en portefeuille, notamment ben voilà parce que moi je pars du principe que le skin in the game est important et comme je l'ai évoqué, tu es toi-même investi sur les portefeuilles que tu partages. Donc quand est-ce que quand est-ce que tu décides de faire un arbitrage justement quand tu as sélectionné une valeur et que tu vois qu'il y a des ratios, qu'il y a des éléments qui se sont dégradés. Comment, et peut-être que tu pourras donner des cas concrets où c'est arrivé pour illustrer justement le fait de ne pas rester bloqué sur un choix qui avait été fait et d'être en capacité d'avoir la plasticité mentale pour remettre en question ce choix et se dire bah ok ça ne tourne pas comme je l'avais espéré et ben à ce moment-là je sors cette valeur pour potentiellement la remplacer par une autre. Très bon point. Alors, il est rare que l'on agisse dans l'urgence. En règle générale, le monitoring, on ne le considère pas très régulier, au sens où on l'entend, on le fait une fois par an. Une fois par an, on réapprofondit tous les rapports annuels, on transmet, tu le sais, une synthèse de plus de 200 pages sur chacun des titres sur lesquels on est exposé. La Bible annuelle. Pourquoi on conserve les boîtes, quelle est la politique qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déplu, si jamais on fait un titre, pourquoi, comment. Et on fait globalement ensuite une veille des publications, en fait, des sociétés cotées qui sont en règle générale trimestrielles, et des fois il y a des publications exceptionnelles qui sont faites sur des événements particuliers, et on a une veille un petit peu continue. Sur la base de cette veille, on va, comment dire, mettre certaines actions en alerte, et une fois par an, on va vraiment se challenger avec Sébastien. Pour ce genre de choix, j'essaie toujours
de jamais être seul à les faire, pour avoir finalement un point de vue extérieur aussi. Et on va se challenger si une boîte, si on considère qu'elle est sortie de notre cadre de sélection, si elle mérite encore d'y être, et surtout si on ne trouve pas mieux. Parce que dans la perspective d'avoir un portefeuille concentré sur 15 titres, l'idée c'est de pas faire dans le social, on veut pas forcément que tout rentre, on veut juste les meilleurs, quoi. Donc c'est l'idée. Après, il y a eu des arbitrages qui ont été faits. Je pense que depuis mes débuts, mes deux plus gros échecs en bourse, c'était une boîte qui s'appelait Medifast, une boîte qui s'appelait Kinetic, pas Kinetic, c'était une belle réussite, Click Digital. Et Click Digital, on en est sorti d'un coup sur un risque de, comment dire, c'était pas un risque de fraude comptable, c'était plutôt une prise de conscience comment dire, d'un caractère tout de même frauduleux dans la société, dans le sens où les rapports annuels étaient bien structurés, tout allait bien en termes de rapport de valorisation, dividende était vraiment conséquent. La boîte était sur le papier, tout allait, mais en approfondissant l'activité d'exploitation de la société, on s'est rendu compte que la soi-disant plateforme de streaming qu'ils étaient censés vendre, sur laquelle ils s'étendaient à l'international, etc., n'existait pas vraiment et que le gros de leurs revenus venait de filiales qui pratiquaient notamment de l'arnaque téléphonique. Le business model était fructueux de par leurs revenus, notamment dans la période Covid, mais c'était pas, mais j'avais pas signé pour ça. Comment dire, et on en est sorti. Quand vraiment le momentum a commencé à être baissier, on s'est intéressé à ce qui allait pas, on a essayé de vraiment approfondir ce qui allait pas sur un plan opérationnel. Et on fil en aiguille, grâce à un membre de la communauté, on est tombé là-dessus. Et là, ça a été une vraie déception, comment Bah, dire, de ne pas avoir sentiment un peu une vraie de trahison, j'imagine, Ouais. en tant Et puis une qu'investisseur. déception aussi en termes de compétences, tu vois, de se Hmm. dire, putain, c'est vrai que t'as pas vu ça, t'as pas été. Mais c'est très dur finalement, quand même lorsqu'on a 15 boîtes en portefeuille, d'avoir un niveau d'analyse assez approfondi pour pouvoir détecter ce genre de choses, donc type fraude comptable ou fraude en Ah, il matière y a des d'activité. choses, enfin, sauf à engager des détectives privés qui font des enquêtes. Enfin, on le voit au niveau de l'investissement startup dans InvestorX. Enfin, je veux dire, en fait, c'est Georges de la Roche-Brochard qui m'évoquait ça, où la dépense d'énergie d'aller sur de tels niveaux de recherche sur chacun des projets, sur chacun des sujets, sur chacun des investissements, versus la probabilité de survenance du risque. En fait, globalement, il valait mieux que tu t'exposes au risque, que parfois tu t'en prennes une, versus la dépense d'énergie, de moyens que ça nécessitait. Ouais, enfin, dans les faits, je suis d'accord. Et puis, bon, bah, la boîte, on en est sorti. Ensuite, le cours a d'ailleurs c'est vraiment vaut très fort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une boîte, du coup, enfin, même si je n'y rentre pas, qui s'achète vraiment une bouchée de pain par rapport à la réalité de son chiffre d'affaires. Mais bref, c'est un autre débat, sachant que, du coup, on est face à un management qui a, comment dire, un caractère malhonnête, ce Hmm. qui est quelque chose qu'il faut fuir comme la peste, je pense. Enfin, vraiment, la notion d'intégrité du dirigeant est vraiment, je pense, le critère le plus fondamental lorsqu'il s'agit d'investir, de s'associer ou autre dans une société. Et là, du coup, on n'a pas réussi à flairer ce défaut d'intégrité. Est-ce qu'on aurait pu le faire? Pas vraiment. Et c'est aussi, comment dire, c'est sur comment est-ce que la plupart des fonds se baquent contre ça? Ben, en envoyant des analystes dans les sociétés, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'analystes que l'on a le potentiel d'avoir autant d'alpha dans les small caps. Mais Hmm. du coup, le revers de médaille, c'est ce genre de risque auquel, bah, du coup, j'ai été également confronté. Et c'est aussi pour ça qu'on se diversifie. Ce genre de risques peuvent advenir et le reste du portefeuille, c'est de son côté bien porté, donc c'est pas très grave. Mais le fait est que ça existe. Oui, je précise que j'étais moi-même investi dans ces sociétés et qu'elles m'ont aussi impacté la performance globale. Mais de toute manière, sur l'ensemble du portefeuille, il s'est très bien porté. Bon, bah voilà, je veux dire que c'est l'approche hein, en mode stock picking. Même dans des ETF, on s'expose à des sociétés qui vont avoir des problématiques de ce type. Hein. C'est pas pour autant enfin, qu'on écarte ce type de risque. Voilà. Ouais. Alors, justement en termes bah, tu l'as évoqué déjà en termes de stress test sur voilà les années précédentes, dans les périodes un peu de crise. D'ailleurs, comment se sont portés alors? Moi, je l'ai vu, mais comment se sont portés typiquement sur un horizon plus proche les portefeuilles, ta stratégie Oui, non. sur avril 2025? Ah, très bien, très bien, très bien. On a vraiment. Je C'est confirme. c'est vraiment. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que du coup, on va se retrouver cette année, une fois encore, à avoir finalement un bêta inférieur au S&P 500 tout en étant exposé qu'à 15 watts, quoi. Ce qui est, ce qui est fou. Enfin, notre niveau de volatilité va être inférieur au S&P Voilà, 500 j'allais alors dire, qu'on est-ce est que tu peux il y a parler, 15 expliquer ce qu'est entreprises. le bêta?
Voilà, très très bien. Ce qui est assez remarquable, mais qui découle vraiment du fait de ne, comment dire, c'est une illusion de se dire qu'on est diversifié parce qu'on est sur 500 boîtes, surtout lorsqu'on est sur un S&P 500 qui est aujourd'hui pondéré par capitalisation, où vous vous retrouvez à être exposé à 40% au secteur de la tech américaine, aujourd'hui structurellement surévalué. Versus aller d'ailleurs vers plutôt un S&P 500 écu pondéré, qui est statistiquement plus performant d'ailleurs depuis les années 2000 et qui vous offrirait une meilleure répartition, au moins sectorielle, bien que pas géographique. Mais du coup, de notre côté, en ayant cette répartition-là, on va réduire ce qu'on appelle le risque systématique, de par notamment cette diversification géographique et sectorielle, et ça nous amène à avoir d'excellentes performances dans ces périodes de stress. Et c'est vraiment ce que je souhaite. Moi, mon but, enfin, je terminerai ma carrière de façon évidente avec un portefeuille boursier qui se sera bien porté et avec des gens qui ont fait mieux que moi également. Et mon but, c'est avant tout de, comment dire, de construire un radeau qui, quelles que soient en revanche les vagues que l'on se prendra au cours des 50 prochaines années, ben, se maintiennent au-dessus de l'eau et qui rémunèrent globalement les actionnaires qui y seront exposés. Très clair, merci. D'ailleurs, alors justement, je voulais donner des éléments pour ceux qui s'intéressent de passer à l'action. Donc, je vais en faire la publicité moi-même, mais vous avez Value Investing Screener. Déjà, je l'ai dit, je suis moi-même client. Je vous mettrai le lien du coup en description, qui est un screener justement pour trouver notamment des small caps, hein, mais pas que. Hein. Vous pouvez avoir tout un tas de critères d'analyse sur toutes les sociétés cotées quasiment. Et en plus de ça, visuellement, beaucoup plus agréable à lire et à consulter que tout un tas d'autres screeners où on va dire que l'interface, l'expérience utilisateur est moins agréable. Voilà. Donc voilà, toi et ça, c'est aussi un point qui est important, c'est que tu es le premier utilisateur de ton outil, puisque tu as créé cet outil et ensuite tu en as créé une solution SaaS que tu mets à disposition aujourd'hui avec il y a combien d'utilisateurs maintenant? Parce que c'est un très beau succès Sur déjà 10, sur 10, on doit être à 1500 utilisateurs dans plus de 20 pays. Ouais, voilà faut rappeler qu'on est sur un secteur de niche, on est sur du stock picking et voilà, ça s'adresse pas je dirais que j'en parlais dans la préface de pour ton livre, ça s'adresse typiquement peut-être à plus des profils contrariants qui vont on entend de partout il suffit de mettre sur la S&P 500, fermer les yeux, tout va bien aller. Sauf qu'on oublie la volatilité de parfois moins 50% qu'on a pu se prendre, par exemple, de mémoire, c'était 2007, entre 2007 2007, ou et même en règle générale, les gens regardent finalement la performance sur les 10 dernières années, mais ils oublient que si tu mets 100 000 euros au début des années 2000, en Hmm. 2010, tu es à 88 000 euros. 10 Oui, ans, hein. oui, 10 10 ans. ans, c'est long. Voilà, Et donc, de ce point de vue-là, il faut bien se rappeler que, enfin, qu'il y a des. Oui, la gestion indicielle nécessite également une certaine force d'âme et n'assure pas une pas une solution performance magique. claire. Hmm. Sur les 100 dernières années, si le performance annuelle moyenne du S&P 500 c'était de 9,2, il y a eu, je crois que c'est que 3 ou 5 années où la performance a été exactement entre 5 et 10. Mais donc, globalement, dans tous les cas, ça va secouer. Après, est-ce un objectif? Est-ce une fin en soi de réduire la volatilité? Pas forcément. Je ne construis pas ces portefeuilles dans une perspective de réduire la volatilité. Je l'ai construit dans une perspective de vraiment avoir quelque chose, surtout d'antifragile et qui sauvegarde mon capital et qui croît d'une manière cohérente par rapport à une économie et à un rythme au moins similaire. Et ça crée aussi, donc voilà, je l'évoquais dans la préface, hein, le côté aussi contrariant de dire, bah attends, tout le monde dit, va sur S&P 500, prends un MSCI World, et d'une manière globale, quand tout le monde va dans une direction, moi ça me donne envie d'aller voir ailleurs. Et d'expérience, moi je trouve que ça offre une résilience psychologique, émotionnelle, quand on a fait un choix d'investissement en conscience, en se basant, moi j'appelle ça un socle, on se crée un socle psychologique pour résister dans les phases de tempête. Voilà. On a comme ça un mât qu'on s'est créé et plus il est épais au final, grâce à la théorie d'investissement que l'on peut comprendre, que l'on peut maîtriser, on comprend les raisons pour lesquelles fondamentalement on a investi dans cette stratégie, ben, ça donne de la résilience psychologique, ça donne des ressources justement pour tenir dans les phases de tempête qui sont inévitable. Alors que, et ça je l'ai vu d'un tas de fois, des investisseurs qui ont dit ah bah j'ai tout mis dans la S&P 500 et puis je me suis pris une claque de 30%, j'ai tout vendu, j'ai craqué. C'est un méga classique parce que
Il y a aucune réflexion. Il y a juste, on m'a dit de faire ça, ah bah je l'ai fait et puis je me suis pris une claque et j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Je savais pas pourquoi je l'avais fait. Donc du coup, pas de fondamentaux psychologiques, pas de capacité à résister dans les périodes de tempête. Voilà, j'ai fait une grosse digression, mais je pense que c'est un élément important et c'est aussi pour évoquer le fait que ce type de screener, ce type d'approche, bah, ça correspond à un certain type de caractère avec j'ai l'impression plutôt des gens qui aiment comprendre ce qu'ils font, qui veulent pas forcément être hyper investis en tant qu'investisseurs, à faire du stock picking en permanence, à suivre tous les jours, etc. Mais qui veulent se créer un socle et une compréhension pour bah, du long terme. Et pour que ça dure dans le long terme, il faut des fondations solides. Voilà, c'était mon point. Donc pour continuer, toi, sur ta boîte à outils, on a parlé voilà du screener. Est-ce que tu as d'autres choses que tu utilises dans ta recherche, dans ta veille, dans ton identification de valeur? De plus en plus, on utilise Notebook LM, donc l'IA de Google, On en a parlé hier. Merci. dans une première lecture des rapports annuels. Ouais. J'ai mis les prompts que j'utilise dans mon bouquin. Voilà, il y a la liste des prompts que j'utilise et globalement, comment dire, lire un rapport annuel peut être fastidieux, lire un rapport annuel en japonais peut être extrêmement fastidieux. Et du coup, le fait de globalement pouvoir mettre un rapport annuel et sortir notamment comment dire, dans un rapport annuel, il y a vraiment des obligations. Les rapports annuels sont audités par des cabinets extérieurs et il y a des obligations de spécification de certains points, notamment des risques. Et les risques sont toujours très bien mis en valeur dans les rapports annuels et c'est vraiment une obligation du coup des boîtes. Moi, c'est le premier truc que je vais que je vais regarder. Et le fait de pouvoir assez facilement identifier les risques, mettant le rapport annuel ou les rapports annuels des 2 dernières années finalement dans notre book LM et en les faisant ressortir, ça permet de clarifier justement les risques auxquels on est exposé pour ensuite percevoir l'allocation qu'on va faire pour éviter la redondance des risques et arbitrer éventuellement un titre par rapport à un autre si on est déjà très exposé à un risque spécifique. Très clair. Est-ce que tu lis, tout à l'heure tu as parlé effectivement des lettres aux actionnaires de Warren Buffett, d'aussi de Constellation Capital. Est-ce qu'il y a d'autres médias, peut-être, lettres de ce type que tu consultes régulièrement? Pas tant que ça. En fait, je vais parfois avoir des lettres de gérants que je vais apprécier lire, plutôt en m'intéressant à des fonds, Bill Miller par exemple. Mais en règle générale, après c'est ma manière aussi de fonctionner, je vais avoir comment dire, des phases obsessionnelles sur un sujet qui va m'amener à l'approfondir beaucoup, beaucoup, à mal dormir, à être vraiment, enfin, ces phases obsessionnelles maniaques entre guillemets, je pense, qui, et qui m'amènent du coup à approfondir un sujet très fort et puis après, je passe à autre chose. Mais sauf que ayant une bonne mémoire, j'imprime bien. Et voilà, après, ça va vraiment dépendre. En fait, si typiquement Marc Léonard, bah, je suis tombé enfin, je suis tombé, au moment où je suis tombé dessus, j'ai vraiment, je pense, passé une semaine à récupérer tout ce que je pouvais récupérer à son sujet, écouter tous les podcasts qu'il pouvait y avoir à son sujet. Il n'y a qu'une seule interview qu'il a fait et aller vraiment en profondeur. Et j'ai repris mes notes du coup pour cette interview. Et je m'étais même noté, enfin, j'avais vraiment, s'il n'y a pas de livre à son sujet, j'avais prévu d'écrire un livre à son sujet. Et donc, bon, après, je me suis calmé, mais du coup, ouais, c'est la manière dont je procède. Donc, c'est pas, je peux pas dire que je suis un homme. Aristote dit, nous sommes ce que nous faisons par habitude. Je sais pas si je suis un homme d'habitude. Mais voilà, je suis plutôt un homme de phase maniaque obsessionnelle. Tu vois, dernièrement, je me suis passionné d'ouverture d'huîtres. J'ai rencontré le champion du monde d'ouverture d'huîtres. Sans déconner, tu vois. Et maintenant, j'ouvre les huîtres par le haut et plus par le côté. Voilà. Donc, c'est une petite phase plus ou moins longue, tu vois. Ce qui est au final une habitude aussi, le fait de creuser des sujets d'une manière extrêmement poussée quand ça te prend. Oui, oui, complètement. Merci. Est-ce que tu pourrais partager d'autres réussites retentissantes dans ta sélection de portefeuille, d'autres boîtes qui ont eu des résultats On ne importants? peut pas parler que d'échecs. Non, il y en a eu plusieurs hein, sur cette dernière année. Consume Pharmaceutical, société chinoise dans les médicaments de contraste et la médecine chinoise, connue plus de 150% de performance. Kinetic avait bien performé. Mhm. Anglo-Estée Implantation dans l'huile de palme s'est bien réveillé cette année avec pareil, 60 ou 80% de performance. Dans les cas, mais dans la perspective de cette vidéo où on parlait de Marc Léonard, dans les dernières entreprises qui, comme ça, correspondent parfaitement à ces critères d'un dirigeant extrêmement intègre,
processus d'allocation de capital intégrant de l'acquisition et une vision décentralisée. Je pense que le plus beau cas que j'ai en tête, c'est Odyssée Technologies, qui est une micro-cap française introduite en bourse en décembre dernier. J'étais présent parce que j'ai accompagné du coup en Oui. partie Christian Marie dans Qui le est cadre de son intervenu sur ta introduction chaîne d'ailleurs. qui est intervenu sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien aussi. Ça a été, ouais, et donc on parle de l'entreprise juste avant l'introduction en bourse. Mon audience avait l'opportunité de rentrer du coup sur le titre à 12, un titre qui est 9 mois plus tard à 33 aujourd'hui, et qui est donc une très très belle réussite boursière, et qui est une entreprise donc, dans le domaine de l'armement. C'est une PME française qui s'occupe notamment de l'usinage des canons du Rafale, des canons du César, qui fait enfin, globalement de l'armement français, et qui est une très belle boîte avec un dirigeant qui se paye 2 000 € par mois de mémoire. Oui, ok. Et qui a vraiment cette perspective enfin, cette vision d'allocation de capital, et qui allait chercher une introduction en bourse. Et puis son introduction en bourse rappelle l'utilité d'une introduction en bourse. C'est-à-dire que c'est une boîte qui va, lors du Covid, souscrire à un PGE, un prêt garanti par l'État assez important, mais à rembourser sous 5 ans. Et on est quand même dans un secteur industriel avec des faibles marges, et où les délais, surtout de paiement, sont assez longs. Et donc, il avait un besoin en fonds de roulement qui se retrouvait de plus en plus serré, et anticipant ce risque qui finalement n'a pas été un risque létal pour lui, parce que les 8 millions qu'il a levés dans le cadre de son IPO sont toujours dans ses comptes à l'heure actuelle, ce que vous pouvez vérifier sur Veo Finance. Mais anticipant ce risque potentiel de contraction de son BFR dû à ce PGE et à des contrats qui n'étaient pas sûrs, il est allé chercher une introduction en bourse pour lever de l'argent, et ce qui lui a très bien réussi. Ouais, donc il a pris de l'argent gratuit pour voilà et pouvoir Moyennant pallier à dilution. d'éventuelles vicissitudes quoi. Hmm. Ouais, enfin, gratuit par rapport à de l'argent en effet levé Oui, via de la dette, mais bien sûr. moyennant une dilution, mais qui aussi permet, parce que l'introduction en bourse Ah bah aussi je voulais permet parler de... du PGE, excuse-moi, j'ai pas précisé. Ah oui, Voilà, je parlais du PGE en ah l'occurrence. oui. C'était une bonne décision de gestion. Je l'ai fait moi-même, hein, de prendre effectivement de l'argent avec un taux d'intérêt de mémoire. Je crois que c'était soit très très faible, soit à zéro. Je me souviens plus. C'était il y a quelques années maintenant. Ok, ok. Et pardon, du coup, je t'ai coupé, mais effectivement, voilà, introduction en bourse. En tout cas, et puis une très belle boîte qui se développe par acquisition du coup de filiales dans l'armement, qui va continuer très certainement son processus de croissance externe, qui a ensuite une belle synergie. Enfin, chacune des filiales, à chaque fois qu'ils sont intégrés, peuvent cross-sell leur carnet client sur les autres filiales. Donc, il y a quelque chose de très vertueux finalement dans cette verticale de l'armement, qui est une verticale d'actualité, pour ne pas dire d'avenir. En tout cas, si jamais ça devient une verticale d'avenir, vous êtes hedgé par rapport à ce risque, parce que vous prendrez de la performance à ce niveau-là si vous en perdez ailleurs. Et donc, voilà, c'est une très très belle boîte qui a, je pense, encore un beau devenir, qui a du coup corrigé un petit peu à la hausse, parce qu'aujourd'hui, on est sur un peu aux alentours des 35, mais voilà, qui reste une très très belle société que j'ai présentée notamment sur ma chaîne. Merci. Sur l'aspect entrepreneurial, je voudrais qu'on parle un peu tu vois, de ton approche de joint venture versus peut-être le sujet des acquisitions. Tu veux bien, tu vois, développer le sujet, expliquer un peu ton approche tout en restant bien sûr dans un cadre de confidentialité suffisant avec Ouais, lequel tu te bien sens à sûr. l'aise. Donc, qu'est-ce qu'un joint venture? Un joint venture, déjà, c'est une co-entreprise. C'est en français, donc c'est lorsqu'une entreprise A, par exemple, un savoir-faire, une entreprise B a, par exemple, une base client synergique à ce savoir-faire, et ces deux entreprises s'associent pour créer une entreprise C. En règle générale, dans le secteur notamment du net, il est d'usage et même pas que, il est d'usage pour ce genre de choses, de mettre tout simplement un contrat d'apporteur d'affaires. Mais le fait est que si le business est hautement valorisant et valorisable, le fait d'être payé une fois ou quelques récurrences versus être payé, être payé entre guillemets sur qu'une seule traite de la vache versus être payé sur toutes les traites de la vache à vie, plus sur l'arbitrage, plus sur la revente de sa viande relatif à l'arbitrage des parts de la boîte, ben, c'est parfois beaucoup plus intéressant du coup d'aller plutôt vers un joint venture que vers un simple contrat d'apport d'affaires. Et donc ça, c'est globalement l'idée d'un joint venture. Il y a différentes façons d'opérer un joint venture. On peut opérer un joint venture en s'associant d'une manière simple. Moi, j'en ai opéré un dans cette perspective-là avec un cabinet de gestion de fortune, c'est-à-dire que moi, j'ai un savoir-faire qui est le stock picking de small cap value. Par contre, structurer ce portefeuille small cap value dans une assurance vie luxembourgeoise
ou compléter ce portefeuille de small cap value avec une approche obligataire dans des boîtes pareilles, hein, value extrêmement intéressantes qui vous proposent de l'obligation à 8 à 10%, bah, ça, je sais pas faire. Et je me suis associé du coup avec un gestionnaire de fortune brillant qui a dirigé la branche gestion de fortune de France pour Swiss Life, qui a bossé également chez HSBC, etc., qui a 15 ans de boîte, qui est brillant, qui m'apporte beaucoup de connaissances. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une filiale dans laquelle lui opère et apporte tous ses agréments en tant que gestionnaire de fortune. Et moi, globalement, je peux lui recommander les personnes qui souhaitent avoir eh bien, une approche complémentaire ou plus accompagnée, plus encadrée sur le sujet des small cap value que ce que je suis capable de fournir à titre personnel. Donc ça, c'est un joint venture entre guillemets express. On peut avoir des joint venture premium, ce que j'ai déjà opéré dans le passé dans le cadre de nos développements logiciels. L'idée, c'est que si, donc dans le premier joint venture, entre guillemets, je suis vecteur de deal flow et mon partenaire est vecteur et force de proposition opérationnelle, bien que j'agis aussi un petit peu d'une manière opérationnelle, c'est l'idée. Dans les joint ventures, donc sur le sujet logiciel, en règle générale, on est force opérationnelle parce qu'on crée le logiciel et on va chercher des gens qui sont force de deal flow, donc plutôt des apporteurs d'affaires. Et on en a opéré plusieurs. Et là, on était plutôt en règle générale sur des joint ventures que j'appelle premium, c'est-à-dire qu'on va demander d'abord un setup fee pour l'initialisation de la collaboration. Et on va prendre en plus de ça des parts. De par notamment le fait qu'on a en règle générale quelques mois de développement logiciel avant de pouvoir, enfin, qui nous engage parce que c'est des mois sur lesquels on bosse pas sur d'autres projets, avant de savoir si le projet va marcher ou pas, entre guillemets. Parce que le go-to-market n'est jamais assuré, bien que sur un joint venture, en règle générale, on s'associe avec des gens qui ont déjà une base existante de clients, donc le go-to-market est globalement, en règle générale, valide. Mais ça, c'est un modèle qu'on a éprouvé plusieurs fois, que j'appelle un modèle joint venture premium. Et le nouveau modèle que j'ai testé dernièrement, c'est ce qu'on appelle un joint venture, ce que j'appelle un joint venture différé. Donc, c'est le fait de développer d'abord, en fait, en masse des solutions en interne, ce que là, du coup, on va continuer à faire. Et ensuite, de pouvoir apporter donc c'est plus une forme d'acquisition, mais bref, il fallait trouver un nom. J'appelle ça un joint venture différé. Et apporter finalement, faire un apport en industrie dans la filiale dans laquelle cette solution est pertinente pour prendre des participations. C'est Donc c'est une forme d'acquisition, mais dans une filiale qui est déjà opérée. Et la problématique que je vois souvent à l'acquisition, c'est que beaucoup de gens qui veulent aller vers la reprise d'entreprise sont de base des entrepreneurs qui ne sont absolument pas des repreneurs. Et donc du coup, ils vont, comment dire, racheter une boîte sans avoir et Hugo en parlait bien. Une fois, il était intervenu sur un de mes séminaires, justement, sur le sujet de la reprise d'entreprise, sans avoir comment dire, l'assurance de nager plus vite que le cédant. Et si tu ne nages pas plus vite que le cédant, quand tu reprends la boîte, eh ben, tu peux vraiment te planter de très très haut. Parce que si tu la reprends même trois fois le soi-disant EBE, mais que tu n'es pas capable de maintenir cette EBE, bah, tu peux te retrouver à l'acheter finalement 10 fois le BE réel que tu seras en capacité de produire. Et souvent, du coup, la reprise, surtout dans le cas où un dirigeant lui part, est extrêmement dur à opérer. Et c'est un vrai savoir-faire qui est celui d'un intégrateur. Et peu d'entrepreneurs sont des intégrateurs nés. Et d'ailleurs, beaucoup de cas de super acquireurs, hein, à la marque Léonard ou Warren Buffett, sont des gens qui, lorsqu'ils prennent des participations, s'assurent que le dirigeant reste dans la société. Hmm. Et moi, la meilleure manière que j'ai trouvé de faire de la croissance externe en ayant des partenaires qui restent opérationnels, c'est par le biais de joint venture. Super intéressant. Ça me fascine toujours quand tu sais, tu expliques des choses et tu te dis, mais oui, bien sûr, c'est tellement évident. Alors que non, absolument pas. Donc merci pour la clarté de tes explications et l'intelligence de l'approche. Rien que là-dessus, je pense que je ferai des shorts de notre vidéo et je les partagerai parce qu'il y a plein de pépites dans cette intervention. Alors on arrive presque à la fin. Je voudrais qu'on parle un peu du marché actuel. Voilà, sur la partie small cap, tu vois, dans un contexte aujourd'hui de 2025, sur les 12 prochains mois, on va dire, les 24 prochains mois, est-ce que tu as des secteurs, des zones géographiques, des tendances en particulier où tu te dis, là, il y a un truc qui est particulièrement intéressant et que tu accepterais de partager à nos spectateurs? Ouais. Alors, déjà, sur les 100 dernières années, les small caps ont mieux performé que le S&P 500, En à raison moyenne, en moyenne, d'accord? hein, de Fama et French le démontre bien. En revanche, depuis 10 ans, ce n'était pas le cas. Et là, juste le CAC small cap a, depuis le début de l'année, connu une performance de plus de 40%. Donc, globalement, on est dans un moment où de momentum haussier pour les small caps, ce qui est, enfin, j'en suis ravi, je sors mon livre à temps. Donc, je suis assez optimiste par rapport à ça. Moi, d'une manière générale, les zones géographiques qui m'intéressent, c'est les zones qui sont structurellement sous-évaluées
sous-évaluées, mais qui ne sont pas pour autant peu productives. Mon sweet spot, c'est des zones qui sont vectrices de productivité Mhm. et qui sont sous-évaluées. Et en Europe, un des pays les plus vecteurs de productivité, ben, c'est la Pologne. Et la Pologne, aujourd'hui, on achète des boîtes en Pologne même moins cher que ce qu'on les achète en Chine. Parce que le PER moyen de la Pologne est aux alentours des 12. Un marché Et d'ailleurs, délaissé des investisseurs, donc ouais. ignoré, on va Et dire. d'ailleurs, le MSCI, regarde la performance du MSCI Pologne depuis le début de l'année. Parce que la Effectivement. Pologne, j'en parle quand même depuis quelques années. Je vais partager mon écran, vous savez quoi? Comme ça, vous allez regarder avec moi, ça évitera que je regarde dans mon coin tout seul et que je fasse Ah ouais! Alors, hop, partage d'écran. Alors, il faut que je trouve le. Voilà, ok. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Oui. Alors, tu me disais. Pologne, MSCI Pologne en year to date. CI Poland iShare. Vas-y. Le temps que voilà, le graphe charge. Ok. Je vais passer en weekly. Ça sera ou en monthly. Tiens, ça sera ouf. Oui, ok, d'accord. Donc janvier 2025, très bien. Bon bah on voit effectivement déjà, je crois qu'on doit dû se prendre un plus 60%, quelque chose comme ça. Bah voilà, allez. Au pic, plus 63%, et là, plus 56 à l'instant T. Effectivement. Et ça c'est juste sur un an. Ça c'est juste sur un an, hyper intéressant. Donc et là, si on remonte à 2022, ce qui n'est pas très vieux, hein, on a quand même un plus de 110%. Effectivement, très belle performance. Et toi, Euh, tu penses qu'il y a encore de la marge à la hausse, typiquement sur parce que là, on a eu quand même une très belle montée, tu vois, en monthly, on a du RSI. Alors, je sais que toi, tu regardes pas ça, mais on a. ce qui m'intéresse, c'est surtout le niveau de valorisation de la Pologne par rapport aux États-Unis ou même par rapport à la France. Je veux dire, aujourd'hui, la Pologne enfin, a beaucoup plus d'industrie et beaucoup plus productive que la France. Et le niveau de valorisation, enfin le Schiller P, donc le PER moyen de la Pologne est aux alentours des 12, celui de la France est aux alentours des 25. Donc tu peux largement avoir un rattrapage de 2. Et si tu n'as pas un rattrapage de 2, tu n'auras en revanche pas de chute de 50%. Enfin, très peu probable. Et donc, c'est une manière de, comment dire, j'ai la sensation de, comment dire, de monter dans l'ascenseur au premier étage avec la possibilité de monter au 20e. Alors Hmm, que si je monte actuellement, si je monte actuellement plutôt sur le marché français, je monte au 10e étage avec la possibilité de monter au 20e. Et sur le marché américain, je monte au 15e avec la possibilité de monter au 20e. Et en montant au 15e avec la possibilité de monter au 20e, je risque également de redescendre à zéro si jamais il y a un gros crash et hmm. de me prendre du coup une chute conséquente. Alors que si je suis monté au premier étage, ça va. C'est vraiment la Asymétrie, perspective. risque-rendement, la base, effectivement. Donc, la Pologne, zone très intéressante, notamment dans le secteur du logiciel, parce qu'ils ont notamment des boîtes dans le logiciel qui se développent. Nous, on est exposé typiquement à une boîte dans le logiciel qui se développe beaucoup aux États-Unis, mais ils ont également, du coup, enfin, ils sont ouverts au marché européen via Schengen. Donc, on arrive vraiment à avoir des belles asymétries de valorisation par rapport à la réalité du marché dans lequel ils évoluent, qui est un marché sur lequel il y a encore quand même des boîtes qui se développent bien. Donc ça, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Je suis très intéressé par le secteur de l'énergie et notamment toujours par le charbon, de par le fait qu'aujourd'hui 40% de l'énergie mondiale dépend du charbon et que c'est un actif qui est très mal pricé. La moyenne des boîtes des sociétés minières en charbon s'achètent 4 fois leur bénéfice annuel. Et si jamais il y a un shortage énergétique, ce qui aujourd'hui a une probabilité assez élevée d'arriver, dans le sens où nos besoins en énergie connaissent une croissance exponentielle, ne vont faire que s'accélérer si on croit dans le fait qu'on va utiliser de plus en plus d'IA. Hmm. Et les réacteurs à fusion, et puis même enfin, tout le renouvellement de notre parc nucléaire et de réacteurs à fusion dans tous les Western countries, globalement, c'est pas avant 2035. Donc on a une fenêtre de 10 ans dans laquelle on a des risques assez structurels sur le secteur des matières premières, qui a été d'ailleurs complètement sous-investi sur les 15 dernières années, de par un surinvestissement dans les énergies alternatives qui ont un rendement propre en matière de kilowattheure au mètre carré assez faible. Hmm. Et donc, globalement, de ce point de vue-là, le pétrole et le charbon sont, selon moi, des commodities qui ont un très bel avenir dans les années à venir. Donc, et vis-à-vis de ça, là où on les achète le moins cher, c'est en Chine, sachant que la Chine a une dépendance à 60% de son énergie au charbon. Donc, je suis assez. Et que la Chine s'achète aussi très peu cher en moyenne. Donc, ça, c'est un secteur. Dans les secteurs un petit peu dans lesquels je suis bullish également pour alterner avec les nouveautés. Avec les choses qu'on entend peu sur Internet, je dirais le secteur du fret maritime, et plus précisément des boîtes qui construisent
des bateaux de fret parce que le fret maritime a vraiment, comment dire, c'est quelque chose au niveau où ça, comment dire, où ça existe, ça fait 30-40 ans. Globalement, la Chine ouvre son marché depuis 30 ans. Il y avait déjà pas mal de fret qui s'opérait avec, bon, avec l'Amérique du Sud depuis le début 1900, mais ça s'est vraiment accéléré sur les 30 à 40 dernières années. Et il y a eu à ce moment-là beaucoup de nouveaux bateaux qui ont été construits, mais depuis, ils ont été que très peu renouvelés. Et du coup, le parc mondial de ces bateaux qui transportent tout ce que l'on a chez nous aujourd'hui est vraiment sur une pente descendante en matière comment dire, Vétusté. ouais, vétusté. Et du coup, je suis et également en matière de normes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de normes qui les contraignent, même en Chine, à les changer de par les problématiques que ça peut avoir lorsqu'il y a un problème technique sur ce genre de bateau et que ça crée une marée noire. Et donc, de ce point de vue-là, ben, je suis assez bullish sur les boîtes qui construisent ce genre de bateaux et qui les construisent en avance en louant le surplus qu'ils ont en stock. Notamment une société chinoise qui est cotée à Singapour et que j'apprécie particulièrement. Après l'explosion de l'or, s'en est suivi l'explosion de mes sociétés minières dans l'or. Oui, Enfin, enfin, on est content. et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas souligner, comment dire, bah, le potentiel qu'ont les sociétés minières dans l'argent à l'heure actuelle. Hmm. Alors le fait que l'argent se réveille et qu'il a encore, Ouais. qu'il n'a que, je sais même pas s'il a dépassé son plus haut de 2011, mais pas Euh, loin. je sais que moi C'est je suis tout à fait sorti, j'ai coupé parce qu'on était en surachat RSI Weekly de mémoire, donc j'ai pris mon 20% et j'étais content. Ouais, on a continué de pousser hein, depuis de toute façon. Et on reste parce qu'on est au plus haut. Je ne sais strictement rien. Je regarde sur mon téléphone. Souvent, il y a un gros différé de performance entre les sociétés minières dans la commodity en question et la commodities de 6 mois à un an, qui est dû en fait à la publication des rapports annuels, parce qu'on ne sait jamais On est réellement. pile poil sur le dernier ATH à Ok, l'instant T. excellent. Pile poil. Ah, bah, tu vois. Bah, et de ce point de vue-là, en fait, comment dire, on ne sait jamais ce que l'entreprise a réellement en stock et on le saura qu'à la publication des rapports annuels. Et lorsque les rapports annuels du coup sont publiés, on peut évaluer la valeur du stock et puis on l'évalue par rapport à la dernière valorisation également de la commodity en question. Et du coup, ça peut induire une correction ensuite qui n'est jamais instantanée parce que c'est pas des secteurs qui réagissent très vite, parce que assez controversé. Donc, société minière dans l'argent, je pense que c'est aussi un bon bet dans les années à venir. Puis après, j'ai plusieurs bets, mais dont j'ai déjà parlé, mais qui ont déjà bien performé. Donc, huile de palme, Mm. qui a depuis bien corrigé à la hausse, ce genre de choses. Et actuellement, on rentre pas mal aussi sur les œufs aux États-Unis, ce genre Oui, de choses. oui, oui, effectivement, nouvelle. Ouais. Bah Voilà. merci, ça donne plein de sujets à creuser. Effectivement, merci pour ça. Alors pour ceux qui voudraient débuter justement dans une stratégie de ce type, en faisant du stock picking, small cap, qui, je dirais, veulent aller sur un certain niveau d'engagement personnel dans la gestion de leur portefeuille boursier et qui ont compris que bah, c'était peut-être pas la meilleure des choses de dire hop, je fous tout mon argent sur S&P 500 parce que juste c'est ce que tout le monde dit. Voilà, quelle direction tu donnerais, quel premier exercice, quelle bonne pratique? Bon, la bonne pratique pour débuter dans n'importe quel sujet, c'est d'aller sur Amazon et d'acheter les 5 bons livres sur la thématique, quoi. Bon ben voilà, le livre de Rémi Et commencer est par mon en bouquin, c'est la manière description. la plus simple et la moins onéreuse de vous sensibiliser au sujet et de savoir si oui ou non c'est quelque chose qui vous parle. Je pense que c'est de loin l'approche la plus raisonnable et la première à avoir. Maintenant, si vous êtes déjà convaincu par comment dire, si vous n'êtes pas convaincu par le modèle, mais que vous n'êtes pas convaincu par les ETF non plus, peut-être commencer par un ETF plutôt équipondéré que pondéré par capitalisation. Et ensuite, ouais, lire sur le sujet. Ne pas aller directement sur un portefeuille full stock picking si vous le construisez vous. Peut-être commencer par allouer d'abord 10% de votre portefeuille. Regardez un petit peu comment vous réagissez, si vous appréciez aussi la dynamique. Puis peu à peu augmenter l'allocation si ça vous parle et si vos résultats sont cohérents par rapport à ce que vous cherchez. Et puis voilà. Bah, écoutez, vous avez là, je vous affiche sur Amazon
4,9 sur 26 notes, sachant que il y en a jusqu'à maintenant plus de 1000 exemplaires à minima qui ont été vendus. Je pense que c'est un petit investissement hein, pour avoir au final le plan pour pouvoir investir correctement en stock picking, small cap sur la bourse. Voilà. Merci pour cette belle. Je pense que on a fait un bel épisode. Merci beaucoup Rémi. Donc vous l'avez compris, plusieurs idées fortes dans cet épisode. L'investissement small cap, d'une manière générale en moyenne, surperforme. Il y a une sous-performance sur les 10 dernières années et les marchés aiment bien justement rattraper et avoir un rééquilibrage quand on a des cas comme ça. Et puis donc tu l'as évoqué, plus 40% le TF small cap depuis le début de l'année, c'est ça? Juste sur le CAC, hein, enfin, le CAC Small Cap, donc juste Ah, sur le le marché CAC français. small cap, oui. Voilà. Ouais. Ensuite, bon ben, on a évoqué la manière dont tu t'y prends pour sélectionner. Vous pouvez bien sûr creuser et avoir le plan exact, tous les critères avec les prompts pour vous aider avec l'intelligence artificielle dans le livre de Rémi. Est-ce que tu aurais dernier élément que tu souhaiterais partager pour nos auditeurs avant de Ouais, le président de vous mes laisser? mentors, Willy Gons, qui est le meilleur gérant d'Europe depuis 30 ans, qui est un gérant small cap. Le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Donc, n'allez pas uniquement vers des entreprises qui ont des ventes qui explosent. Assurez-vous globalement, qu'elles rallouent bien leur flux de trésorerie dans des capitaux propres via de la croissance externe ou autre. Et vis-à-vis de vos propres entreprises, comment dire, ne fantasmez pas le caractère perpétuel de vos revenus parce que n'importe quelle activité d'exploitation peut être sujet à disruption. Et assurez-vous d'allouer une partie de vos flux de trésorerie à votre capital, ce que vous faites très certainement si vous regardez la chaîne de Cédric, pour survivre à l'épreuve du temps. Absolument, et ne pas finir prisonnier de son business en n'ayant aucune échappatoire. Merci, je vous le rappelle, donc la chaîne de Rémi, Parlons long terme, vous pouvez aussi le suivre sur LinkedIn, je mettrai tous les liens en description. Le livre, à nouveau, si vous êtes sérieux dans cette approche et d'une manière générale dans votre portefeuille boursier, en tout cas moi je suis convaincu, forcément, vous l'avez compris, je n'ai aujourd'hui, en dehors d'un ETF Gold sur lequel j'ai mis un trading stop ce matin, je n'ai aucun ETF actuellement. Et voilà, mon exposition en bourse est à quasi 100% aujourd'hui. Enfin non, pardon, j'ai de l'ETF Bitcoin et de l'ETF ETH aussi en ce moment. Mais sinon, en dehors de ça, c'est full portefeuille de Rémi. Le livre, voilà, en description, commentaire épinglé. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez des questions, mettez-les aussi. Je les indiquerai à Rémi pour qu'il puisse y venir et répondre. Et merci infiniment Rémi pour cette intervention de haute qualité comme tu en as le secret. Et je te dis à très vite. À très vite, Cédric. Merci à toi pour l'invitation. Salut à tous!